Bonjour, donc nous allons commencer cette première table ronde. Merci aux députés, merci au général et aux autorités. Donc en fait, pour vous expliquer d'où vient cette table ronde, en fait c'est la fusion de deux groupes de réflexion. Un qui a eu lieu depuis 3 ans, enfin un peu plus de 2 ans, sur la souveraineté numérique, que j'ai essayé de coordonner. Et on n'a pas eu les forces suffisantes pour faire un rapport, mais on a réussi à faire une espèce de synthèse qui est parue dans Athéna en février sur la question justement des problématiques de capacité du côté de la souveraineté numérique. Donc ça c'est un premier thème. Et ensuite, mais par continuité, il y a un deuxième groupe qui s'est mis en place depuis l'année dernière sur la partie réflexion sur l'intelligence artificielle vis-à-vis des forces militaires et de la défense. Et donc c'est vrai que c'était relativement judicieux d'aborder l'ensemble des problématiques, même si c'est très, comment dire, un peu prétentieux, mais il y a quand même une forme de continuité. Voilà, donc je ne vais pas être très long. Donc en fait c'est une fusion des deux problématiques. Donc pour cette table ronde, merci au député Philippe Latombe qui est particulièrement bien placé sur ces questions numériques de participer. Merci aussi à Monsieur Molny pour directeur adjoint de l'IRIS de participer, et à Madame Camille Boulanguet qui nous a fait moi j'ai découvert lors de sa récession du sommet IA qui a eu lieu le 10 février. Donc l'analyse un peu stratégique des conséquences de ce qui se passe sur la question de l'intelligence artificielle. Et donc pour les questions un peu plus techniques, j'ai invité Jean Romer, vous pourrez vous présenter chacun, mais rapidement. Mais Jean Romer, il a fait de l'intelligence artificielle chez Bull. Il a aussi monté sa boîte et ensuite il a été aussi chez Thales. Donc il est relativement pertinent sur ces questions d'IA de défense. Voilà. Donc je passe la parole à Monsieur Molny. Très bien, merci. Écoutez, donc Jean-Pierre Molny, je suis directeur adjoint de l'IRIS. Je suis également auditeur de la 31e session du CHEA. Donc je suis un ancien du CHEA également. Donc, il me revient le soin d'animer cette table ronde sur souveraineté numérique et intelligence artificielle, sachant qu'une des particularités pour l'instant de ce colloque, les colloques, on est toujours en retard, là, on est en avance. Donc, peut-être que certains des orateurs, notamment Joël de Galzin, vont nous rejoindre. Le voilà. Donc, ce n'est pas vous qui êtes en retard, c'est nous qui sommes en avance. Et donc le thème c'est souveraineté numérique et intelligence artificielle. Bon, moi je vais être très clair sur le sujet. À l'IRIS, je pilote le pôle défense. Ma formation c'est droit et sciences politiques. Ce qui veut dire que je ne suis pas un ingénieur, même si j'ai fait la 31e session du CHEA. Mais justement, c'était pour essayer de comprendre les questions technologiques et les questions industrielles de défense. Donc, moi, je ne vais pas vous faire des grands discours sur l'intelligence artificielle. Mon rôle, plutôt, c'est de poser les bonnes questions, justement pour essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne et quel est l'apport aujourd'hui dans l'industrie de défense. Donc, introduction très courte, hein, j'ai envie de dire, j'ai terminé. Je vais commencer peut-être par donner la parole à Camille Boulanguet, mais plutôt pour la question véritablement de planter le décor, et notamment de savoir comment définir aujourd'hui la souveraineté numérique dans un monde dominé par quelques géants technologiques. Alors Camille Boulanguet, donc elle est chercheur à l'IRIS, et notamment spécialisée sur les questions d'économie et de numérique. Et à l'IRIS, c'est elle qui pilote l'Observatoire du numérique. Ensuite, peut-être pour tous les orateurs, même si on a pris de l'avance un peu au départ, on a un petit peu plus d'1 heure. Donc, les réponses à mes questions, peut-être pas plus de 8 minutes, si on veut garder un peu de temps de débat pour les questions avec la salle. Camille, on est en France, mais je ne vais pas dire the floor is yours.
Quand même. Allez, vas-y. Merci Jean-Pierre. Oui, en effet, quand on parle de souveraineté numérique, je pense qu'il faut commencer par définir ce qu'on entend par ce terme. L'idée, c'est vraiment, par souveraineté, c'est une capacité qu'aurait un État ou pourquoi pas un groupe d'États, comme l'Union européenne par exemple, à exercer un contrôle autonome sur des infrastructures critiques numériques, donc que ce soit le cloud par exemple, les data centers, les réseaux aussi, notamment électriques, on pourra peut-être en parler, puisque la question du numérique sans énergie ne fonctionne pas, c'est assez facile à comprendre. Donc les flux de données également, mais aussi les normes et les capacités industrielles dans le numérique de manière générale. Et donc, en tant qu'économiste, je vais vous répondre que cette autonomie, en fait, elle s'acquiert notamment par la chaîne de valeur, d'une part, et les normes qu'on peut mettre autour pour protéger cette chaîne de valeur. Donc, quand on regarde la chaîne de valeur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on remarque notamment le retard de l'Union européenne de manière générale et l'émergence de gros pôles, les États-Unis qui sont dans la course depuis assez longtemps, et puis la Chine dont on a plus ou moins de mal à comprendre et à savoir, à cerner exactement ce qu'ils font et au fond à avoir une véritable compréhension de là où ils en sont. Mais quand on regarde réellement la chaîne de valeur, on s'aperçoit qu'au niveau, par exemple, des puces d'intelligence artificielle, on a 90% de ces puces qui sont construites par une entreprise taïwanaise, TSMC. Et donc, l'Union européenne est en dépendance, en grande dépendance par rapport à ce fournisseur. Alors, les États-Unis, notamment avec Joe Biden, avaient mis en place des restrictions, notamment d'exportation vers la Chine, sur certaines puces, afin de limiter justement l'avancée de leurs entreprises. On pourra en parler, voir comment ils ont contourné ces restrictions d'exportation. Un peu plus en aval de la chaîne de valeur, vous avez bien entendu tout ce qui est cloud et hébergement. Et là, vous voyez que 70-75% des données européennes sont gérées par des entreprises américaines comme Google, Amazon Cloud. Vous avez Microsoft également. Et donc, effectivement, quand on parle de souveraineté, on parle de tout ça. Et on parle évidemment aussi de normes à caractère, par exemple, extraterritorial, comme les États-Unis mettent en place régulièrement, ont mis en place. Et là, on peut voir effectivement un retard de l'Europe, même si effectivement ce retard est en train de se rattraper, avec l'IA Act, par exemple, avec le RGPD qui a une composante extraterritoriale qui permet effectivement de limiter l'impact en tout cas de la mainmise américaine. Donc voilà, l'idée pour moi c'était vraiment de planter le décor et de au final montrer que la question de la souveraineté numérique dans ce monde-là, elle est difficile pour l'Europe, mais c'est en voie de consolidation avec notamment, on a des tas d'entreprises françaises, on a une recherche notamment européenne qui doit être exploitée effectivement et qui permettra, si on a in fine, à pouvoir montrer une troisième voie entre la Chine d'une part et les États-Unis d'autre part, dans un monde où effectivement les États-Unis s'éloignent de plus en plus géopolitiquement des intérêts européens. Voilà. Je vais m'arrêter là pour une première question. Merci Camille. Comme tu parlais de retard, je me dis que peut-être je vais poser la deuxième question. Oui, pardon. Comme tu parlais de retard, je me dis que je vais peut-être poser finalement la deuxième question sur peut-être l'état de la recherche en France, c'est-à-dire
l'état de nos travaux, éventuellement des financements, et peut-être je vais commencer à poser la question aux chercheurs en informatique et pionnier de l'IA, qui est Monsieur Romer, qui a mené donc une carrière mêlant recherche et entrepreneuriat, et qui est un spécialiste du web sémantique, du renseignement militaire et de l'intelligence économique. Merci, Monsieur Molny. Oui, effectivement, l'IA en France, c'est une longue histoire. On peut rappeler le rôle décisif qu'a eu Jacques Pittrat, ingénieur général de l'armement, dès le début des années 60, et qui est vraiment le père de tous ensuite les maîtres de conf et professeurs qui ont continué dans sa voie, qui nous a quittés il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est une longue histoire qui est aujourd'hui extrêmement dynamique. Alors sans parler seulement de la France, il faut savoir qu'il existe à peu près, qu'il se publie à peu près un papier intéressant, soit sur le plan industriel, soit sur le plan de la recherche, important actuellement sur l'IA toutes les 2 ou 3 minutes. D'accord ? C'est-à-dire que depuis le début de cette session, il y a plusieurs papiers qu'on aurait dû lire peut-être. Donc c'est un monde extrêmement changeant. Et historiquement, en gros, sûrement un point que je rappellerai par ailleurs, il y a 2 ou 3 types d'IA. Il y a l'IA dont on parle aujourd'hui à base de réseaux de neurones et ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Puis il y a une IA qu'on appelle aussi l'IA connexionniste, comme les connexions des réseaux de neurones. Et puis il y a l'IA qu'on appelle symbolique, plus sur le raisonnement, la logique. Et la modélisation des connaissances. Et dans ces 2 domaines, il y a une grande tradition française. Sur l'IA symbolique, il faut citer le langage prologue, Alain Kolmerer, 1972. Et pourquoi parler de ça ? Et c'est pour dire aussi qu'au niveau de la recherche, la situation est un peu compliquée parce que ces IA jouent un peu au chat à la souris depuis longtemps. Bon, aujourd'hui, c'est le chat qui gagne, c'est l'IA d'apprentissage profond. Je pense que c'est difficile de faire de la recherche aujourd'hui et de piloter de la recherche, les deux sont des choses différentes mais liées, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer demain, comment réfléchir un peu en termes de futur. Je pense qu'il y a un danger, par exemple, toujours à sacrifier la mode. Et ce qui est important de voir, c'est que rien ne dit que l'IA à la mode aujourd'hui sera l'IA dominatrice ou critique de demain. Et au niveau français, au niveau du plan national, la stratégie nationale d'IA, vous savez qu'il y a eu la création de 4 ou 5 ou 8, ça dépend comment on compte, de grands instituts d'IA en France, qui sont essentiellement construits autour de bourses de chaires ou de thèses. Alors c'est très bien. Personnellement, je m'exprime à titre personnel, c'est peut-être pas facile de coordonner ou de superviser, de comprendre ce qui se passe dans quelques centaines de sujets de thèse. Je pense pour rester sur la question de la souveraineté, je pense qu'il y a une problématique un peu de cartographie, d'avoir une vision de ce qui se passe dans ces thèses. Alors bien sûr, il y a toujours le dilemme, les chercheurs est libre et c'est de sa liberté que va surgir le génie et les idées futures. Mais je pense qu'aussi, comme Madame l'a rappelé, qu'il faut faire des efforts, donc il faut s'aligner, il faut aligner les efforts. Et je pense que le plus dur actuellement dans la recherche, c'est 2 choses. C'est éparpillement, foisonnement ou bien un peu de direction. Et puis ce fait que, comme je disais, il se publie des centaines d'articles intéressants par jour. Je crois que c'est le principal défi, si on veut optimiser des efforts nationaux, de un peu mettre le nez là-dedans, je dirais. Merci. Je vais rebondir sur tout ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une question qui me vient en tête. Alors j'espère, encore une fois, que je ne vais pas dire de bêtises, comme je ne suis pas un spécialiste, un ingénieur. Il me semble que sur le quantique, il y a un coordinateur quantique.
est-ce que ça vous semblerait nécessaire, par exemple, qu'il y ait un coordinateur sur l'IA? Alors après, il faut savoir quelles sont les fonctions exactement du coordinateur. Bon, alors il y a un coordinateur de l'IA, dont je n'ai pas le nom en tête, je suis désolé, mais c'est à cause de ma mémoire. Et le plus difficile, c'est d'arriver à trouver des idées communes, des horizons communs, je dirais, entre la logique académique qui est très respectable, mais qui est basée, par exemple, sur le temps long des thèses. Alors, temps long, quand on dit temps long, c'est relatif, mais c'est 3 ou 4 ans, le temps long d'une thèse. Et puis, cette actualité foisonnante, les problèmes aussi des entreprises, start-up ou pas, qui sont très actives, le recrutement. Je pense que la coordination doit à la fois s'effectuer sur le plan scientifique, mais aussi sur l'aspect de cette synergie à créer. Est-ce que peut-être les centaines ou plus de chercheurs en intelligence artificielle que l'on forme aujourd'hui, quelle est leur distance, leur proximité avec les entreprises qui ont besoin d'eux? Donc peut-être la réponse à qui était ce coordinateur vient d'être donnée là. Voilà, pardon, oui, c'est Guillaume Averin qui depuis longtemps travaillait dans le sujet et qui s'occupait de normalisation aussi et d'évaluation auparavant. Franchement, c'est un sujet très difficile. Je pense qu'il faudrait un coordinateur, c'est très bien, mais ça sera surtout la collégialité qui travaillera autour de lui, qui sera importante. Très bien, merci. Je vais peut-être revenir aux questions de souveraineté et je vais m'adresser au député Philippe Latombe. Déjà pour savoir un petit peu quels sont les travaux parlementaires sur ce sujet. Parce que d'ailleurs, dans ma longue vie maintenant, j'ai également travaillé comme conseiller pour un président de commission de défense. Donc, je sais bien quel est le rôle, quel peut être le rôle important des parlementaires sur le sujet. Et j'aurais peut-être 2 questions à vous poser. C'est d'abord la question du contexte géopolitique actuel, quoi. Donc, jusqu'à quel point l'Union européenne peut-elle coopérer avec les États-Unis tout en préservant son autonomie stratégique. Et puis, peut-être la question de la dépendance technologique, donc l'eau de puce, les données. Est-ce que c'est un risque plus important, finalement, aujourd'hui, que la dépendance énergétique qu'on a pu avoir vis-à-vis de la Russie, enfin surtout les Allemands d'ailleurs, au début avant le début de la guerre en Ukraine? Et tout ça en 8 minutes, merci beaucoup. Et il y a aussi la question du rôle de l'Union européenne. Et vous demandez à l'IA de parler de géopolitique, de faire le constat du monde actuel en 8 minutes, merci. Non, beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais pas revenir dessus. On est dans une guerre hybride à l'Est, ça je ne reviendrai pas dessus, on le voit. Guerre hybride, ça veut dire du cyber, ça veut dire de l'IA, ça veut dire de l'armement classique, ça veut dire des drones qui sont des nouvelles armes. Enfin, il y a plein de choses qui fait que, et donc on va se consacrer sur la partie numérique. Et à l'ouest, de l'autre côté de l'océan, on a commencé une guerre qui est une guerre commerciale, qui est une guerre de domination commerciale avec des outils totalement différents et qu'on n'avait pas utilisés, qui n'avaient pas été utilisés depuis très longtemps. Les barrières douanières telles qu'elles sont mises là sont des armes, il faut être très clair, Trump le dit de toute façon assez rapidement, et il va falloir qu'on arrive à s'autonomiser un maximum. C'est très difficile de s'autonomiser. La vraie crainte aujourd'hui que j'ai, moi, parlementaire, et que je partage avec des personnes qui sont à cette table, c'est que quand l'Union européenne a vu les tarifs douaniers être augmentés de 20%, la première des choses, le premier réflexe pavlovien d'un certain nombre de parlementaires européens et nationaux a été de dire il suffit de se venger en augmentant les tarifs sur les services numériques de 20%. Et rien que penser ça, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que si vous augmentez de 20% la licence de chez Microsoft ou la licence de chez VMware, qui d'ailleurs l'a déjà augmenté 2 fois de 40%, donc 2 fois 40, je sais que ça n'est pas 80, mais on va faire quand même la somme et on va rajouter 20, ça fait que globalement ça vaut 100% de plus, qui la paye ?
le budget de l'État pour tout ce qui est public, et les entreprises qui, sur leur valeur ajoutée, vont la voir diminuer parce qu'on va leur imposer des tarifs supplémentaires. Et ce n'est pas de la TVA. Ce sont des tarifs douaniers, donc ça ne se déduit pas. Il n'y a pas de récupération comme pour la TVA. Donc c'est vraiment la mauvaise idée que de se dire on va tout taxer de la même façon. Qu'on taxe Netflix ou Disney+, pourquoi pas? Bon. Mais ce n'est pas ça qui fera l'équivalent de ce que Trump nous impose. Il faut qu'on arrive à faire ça autrement. Et le autrement, c'est d'abord, effectivement, de savoir capitaliser sur nos forces. Et sur nos forces, nous avons des choses... Il y a un génie européen pour ne pas utiliser nos forces. Sur les puces, par exemple, nous avons aujourd'hui la plus belle entreprise dans le domaine des puces, qui est hollandaise, qui est celle qui justement permet aux Américains d'éviter que les Chinois n'arrivent à graver des puces de plus en plus fines, puisque cette entreprise arrive à graver en 2 nanos, et c'est ça qui est interdit aux Chinois de faire à partir de... Donc on a imposé à l'entreprise hollandaise de ne pas exporter ces machines en Chine. Ils ont trouvé des moyens de contournement peut-être, mais voilà. On a cette entreprise-là. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça pour dire aux Américains, bon, bah maintenant on va arrêter les bêtises, on est les meilleurs sur le sujet. Bon, on commence à discuter. Ensuite, on a des chercheurs en IA qui sont parmi les meilleurs du monde. On a une énergie décarbonée qui est la plus décarbonée que nous pouvons avoir, alors essentiellement en France, moins en Allemagne, mais on a quand même une capacité énergétique assez forte. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 2 jours, Trump commence à nous demander d'acheter du gaz, du pétrole, et parle même de charbon pour les Allemands, pour rééquilibrer la balance. Il sait très bien qu'en disant ça, on ne va pas acheter un truc dont on n'a pas besoin. Et donc, en fait, il essaie de nous mettre une pression supplémentaire, une arme supplémentaire. Et donc, il faut qu'on arrive à capitaliser sur nos forces pour avoir cette autonomie stratégique. On l'appelle souveraineté, mais en fait, c'est ça. Et puis, il faut qu'on arrive, sur les sujets où on est un peu plus faible, à limiter les adhérences que nous avons avec les sociétés américaines. Et donc, de plus en plus, il va falloir que la commande publique aille vers des entreprises européennes et plutôt singulièrement vers des petites entreprises. Et on est plusieurs à le dire, je l'avais dit dans un rapport en 2021, il faut un Small Business Act. Donc la commande publique va vers des PME et des ETI, parce qu'aujourd'hui ça va trop vers des grands groupes, et j'ai rien contre les grands groupes, mais qui sont les seuls à avoir la capacité à répondre à un marché à plusieurs centaines de millions d'euros. Et ensuite, ils allotissent cette commande publique en gardant de la valeur ajoutée, ce qui fait que les entreprises de taille petite et intermédiaire n'ont pas cette capacité à garder de la valeur et à pouvoir faire de la recherche et développement. Et puis, il faut qu'on achète européen, donc il faut qu'on ait un Buy European Act. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat, en France, ça c'est assez clair depuis 2 ans maintenant. Il suffit de regarder la question posée par le groupe communiste hier sur les données de santé. Ça montre bien qu'il y a maintenant un alignement total dans l'hémicycle, quels que soient les courants politiques, sur la notion d'autonomie stratégique, de souveraineté dans la partie numérique. C'est une nouveauté. C'est peut-être le seul sujet transpartisan qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on en profite. Au Sénat, ça fait quelques années que c'est le cas. Et ça commence à infuser au niveau de l'Union européenne. Et donc je pense que là, nous avons quelque chose à faire. Il faudra simplement éviter, c'est ma grosse crainte aujourd'hui, j'en ai plein d'autres, mais j'en ai une sur la partie européenne, c'est d'éviter que les pays européens aillent frapper à la porte de la Maison-Blanche un par un pour négocier directement pays par pays. Et moi, ma crainte, il faudra qu'on regarde comment ça va se passer pour Giorgia Meloni qui va dans quelques jours. Est-ce qu'elle va parler au nom de l'Europe, ce qui serait éventuellement bien, parce qu'elle peut servir d'intermédiaire et de pont entre nous et la Maison-Blanche, ou est-ce qu'elle va parler que pour elle? Et si elle parle que pour elle, ça donnera envie aux Allemands de parler que pour eux, ça dira aux Italiens, aux Espagnols qu'ils ont envie de parler que pour eux, aux pays estoniens et autres, les pays baltes, de parler que pour eux, et à ce moment-là, on aura une fragmentation de l'Europe. Or, notre vraie grande force, c'est d'être unis, c'est d'avoir un corpus de droits et un marché qui est un marché unique. Et donc si aujourd'hui on doit se regarder tous, il faut qu'on arrive à rester groupés, comme dirait l'autre, et que nous puissions répondre de façon coordonnée à la guerre que nous mène Trump. Et puis il ne faut pas se leurrer. Les Chinois ne sont pas pour autant nos amis. Et donc il faudra éviter de se dire que parce que les Chinois sont les ennemis de notre ennemi, au niveau économique, ils deviennent notre ami. Attention, il risque d'y avoir un report assez fort de toutes les marchandises chinoises qu'ils ne peuvent pas envoyer aux États-Unis qui vont débarquer chez nous et qui débarqueront à des prix cassés parce qu'ils n'ont plus le marché intérieur pour absorber leur production.
Et donc on a un risque déflationniste qui est en train d'être mesuré. On n'est peut-être même pas en inflation comme on pouvait le craindre en Europe, on sera peut-être même en risque déflationniste. Et quand on est en risque déflationniste, c'est la société entière qui tangue. Et c'est là où nous aurons besoin d'être forts et d'avoir un marché unique qui soit très fort. Merci. Pour rebondir sur la question de rester unis, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on assiste au même phénomène qu'on a vu au moment de la négociation du Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, parce qu'il y avait justement, et les Britanniques ont essayé de négocier de manière séparée avec chacun des acteurs européens, et à ce moment-là, la préservation du marché unique a fait que les uns et les autres sont restés groupés. Je vous sens un peu dubitatif, donc peut-être je vous donne tout de suite là. Oui, je pense pas qu'on puisse faire de parallèle. Le Brexit était un divorce qui avait commencé comme dans n'importe quel couple qui divorce, il y avait déjà eu de grosses batailles au sein du couple. Le rôle et le poids qu'avait le Royaume-Uni en Europe n'est exactement pas du tout le même que celui des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Économique, mais aussi en termes de défense et d'armement. Et il faut qu'on voit les choses différemment. Nous avons, la plupart des pays européens, sauf la France et l'Angleterre d'ailleurs, et le Royaume-Uni, avaient délégué leur défense aux Américains. Et aujourd'hui, les Américains nous disent, nous voulons les dividendes de ça, nous voulons récupérer notre argent. Les Britanniques n'avaient pas ce poids-là. Et comme on était dans une phase de divorce assez contentieuse, le réflexe de rester unis et de nommer un négociateur en chef qui était Michel Barnier était la seule solution qui était possible, d'autant qu'on ne savait pas trop comment on faisait un divorce dans le cadre des traités européens. Là, avec les États-Unis, on est dans une guerre de tarifs douaniers qui peut fragmenter l'Europe et les intérêts des uns et des autres sont totalement différents. Dans la liste des restrictions ou des éventuelles modifications des droits de douane européens, il faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on va le faire. Parce que si on taxe trop le bourbon, c'est l'industrie des vins et spiritueux française qui va trinquer. Si on parle que de l'acier, c'est l'industrie automobile allemande qui va trinquer plus que le reste. Et donc chacun va avoir dans sa liste et on va avoir des dissensions. Et donc je ne suis pas convaincu du tout qu'on arrive à avoir cette coordination de la même façon. Et c'est ça qui m'inquiète, le fait que Giorgia Meloni y aille toute seule. J'étais content que le président de la République y allait tout seul, mais il parlait au nom de l'Europe. Là, je ne suis pas sûr que Giorgia Meloni parle simplement au nom de l'Europe, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Ok. Je vais donner je vais donner la parole maintenant à un acteur industriel, donc Jean-Noël de Galzin, qui a fondé en 2003 Walix, et donc vous êtes le président-directeur général. Et mes questions elles vont porter sur la question justement d'autonomie stratégique et de commande publique. J'étendrai peut-être commande publique nationale ou éventuellement européenne. Et puis modèle économique, comment est-ce qu'on peut diriger justement sur ces commandes vers nos industries. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'intervenir ici. Alors, j'ai eu une expérience mitigée la dernière fois, puisque dans la salle, il y avait quelqu'un que je connaissais d'ailleurs avant, qui était dans un grand groupe français public, dans une entreprise publique française, et on s'est retrouvé dans un appel d'offres, et manifestement, ça n'avait pas servi à grand-chose. Voilà, puisque la solution israélo-américaine en place pour faire la cybersécurité dans ce grand groupe de transport public est toujours la même, et que l'appel d'offres vient d'être lancé, est en cours, et que l'appel d'offres, le RFP, est calé sur cette solution israélo-américaine, ce qui est relativement incongru dans la période actuelle, mais c'est ainsi. Nous souffrons d'un véritable... je ne sais pas, une espèce de complexe vis-à-vis de notre innovation, et particulièrement dans le numérique, dans l'IA, dans la cybersécurité, dans l'informatique quantique, dans le cloud. C'est encore plus spectaculaire. Et certains disent qu'il faut qu'on renonce à investir là-dedans. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, c'est peut-être le moment ou jamais de le faire. Je le disais déjà il y a une semaine, je le dis encore plus aujourd'hui. Donc oui, on a un gros problème, en fait, c'est que on parle d'intelligence artificielle.
j'étais à la remise des diplômes de l'ESIA vendredi soir, parce que je suis le parrain de la promo cette année. Eh bien, en sortant de ceux qui veulent faire de l'IA, la majeure IA, ils vont aux États-Unis. Ils essayent d'aller faire leur stage aux États-Unis parce que voilà, c'est là qu'on a accès à toutes les données, les nôtres. Hein. Il faut aller les chercher là-bas. Donc il y a quand même un problème de base avec ça. L'IA, ça se fait avec des données. Si nous n'avons pas nos données, où est-ce qu'on va faire de l'IA? Donc, en fait, moi, je ne suis pas un grand expert de tout ça, mais j'ai du bon sens. Paysan, comme dirait l'autre. Donc, Walix, je l'ai créé en 2003. Donc, ça a une vingtaine d'années. C'est un spécialiste de la cybersécurité dans l'identité et l'accès numérique. Voilà déjà un endroit où je le dis, pour tous ceux qui mettent en œuvre ou qui font des choix dans ces domaines-là, nous pouvons reprendre nos identités et nos accès numériques. Nous avons toutes les solutions en Europe pour pouvoir se substituer aux produits américains et israéliens. On n'a pas besoin d'eux, en fait. Donc, quand vous lancez des appels d'offres, c'est pas nécessaire de les retenir systématiquement en choix numéro 1, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et ce qui est nouveau peut-être par rapport à la semaine dernière, c'est qu'il vaudrait mieux pas le faire du tout, en fait. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on vit là, je pense que Philippe a raison de rappeler qu'on est malheureusement très dépendant, puisqu'on achète 80% en Europe de nos services numériques, de nos produits et services numériques aux États-Unis, ou en dehors de l'Europe. C'est considérable. Et donc, on parlait, première question, le modèle économique. Moi, je le dis, tout simplement, le modèle économique, le modèle numérique tel que nous le pratiquons actuellement, il nous mène, 1, à la dépendance numérique totale, et 2, à la faillite. Alors pourquoi? Ça pourrait être un slogan, mais pourquoi il nous mène à la faillite? Parce que hier, j'étais à une réunion du Conseil national de l'industrie, par exemple. Nous sommes une vingtaine de filières. C'est terrible de voir qu'effectivement, cette histoire de droits de douane cause du tort à la plupart de nos filières industrielles françaises. C'était le bureau des pleurs, on peut le dire d'une certaine manière, c'était assez impressionnant à voir. Il y a quelques filières dans lesquelles nous sommes très performants. La défense, par exemple, on est très fort. On a notre propre industrie de défense. L'atome, le nucléaire, d'ailleurs le représentant d'EDF qui était là, était plutôt un des rares à avoir un message assez positif. Et finalement, dans le domaine du numérique, on est assez performant. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on est performant. Mais on est petit. Alors, on est performant, on est innovant, mais on est petit. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi on reste petit finalement. Je vais vous le dire en fait, pourquoi on reste petit. C'est parce que on n'a pas de commande. Voilà. C'est-à-dire que pour aller chercher des marchés, quand on développe dans l'informatique aujourd'hui, dans le numérique, dans l'IA, dans la cyber, dans le quantum ou ailleurs, faut aller chercher les marchés à l'étranger. Alors la conséquence de ça, donc je reste sur le modèle économique, la conséquence de ça, c'est qu'on est obligé de lever beaucoup d'argent pour aller développer nos boîtes à l'international, parce que l'international, ça coûte hyper cher. Et comme on est obligé de lever beaucoup de capitaux, on va chercher des investisseurs. Alors quand on lève du seed capital, quand on fait un premier tour de table, parfois un second, on arrive à lever de l'argent. Par contre, quand on commence, moi mon entreprise aujourd'hui, c'est peut-être dans le top 2, top 3 de la cybersécurité française, en termes de taille, en termes de développement à l'international. Walix est présent dans 16 pays, on vend dans 90, on a 3500 clients dans le monde, donc on est une entreprise en plein développement. Mais développer à l'international, c'est extrêmement cher. Et quand on arrive à nos tailles de société, si on veut continuer à se développer, on lève des fonds là où il y en a. Et à votre avis, il y en a où? Il y en a aux États-Unis, il y en a en Arabie Saoudite ou au Qatar, il y en a dans beaucoup d'endroits. Il y a peut-être, entre 5 et 10 fonds maximum européens qui sont capables de nous aider à développer nos boîtes à une autre échelle. Donc si on veut remettre les choses à l'endroit, concernant l'offre, c'est pas mettre des fonds en place tout de suite, c'est pas la priorité urgentissime.
La priorité urgentissime, c'est la confiance. On a besoin de marché et on a besoin de faire confiance aux gens qui sont autour de soi. Parce que le numérique, c'est pas du virtuel. Hein. Le numérique, c'est quand il y a un problème, par exemple, de cyber, c'est mieux d'avoir un prestataire à côté de chez soi que de l'avoir de l'autre côté de l'Atlantique avec un lien Internet. Donc, il faut du bon sens, il faut de la confiance et il faut qu'on retrouve un momentum entre l'offre et la demande. Et je pense, j'espère, et c'est ça qui ressort un petit peu de la période actuelle, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Philippe Latombe, il y a un sujet sur lequel on peut s'entendre, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut immédiatement substituer les solutions américaines. Et je pense qu'on peut commencer par ça, c'est-à-dire qu'on a besoin, on est dans un temps particulier en Europe où, on a besoin d'un plan de continuité d'activité. Je rappelle que nous sommes en guerre, ou en préparation d'un effort de guerre. Donc on doit préparer un plan de continuité d'activité. 60% de nos données européennes sont sauvegardées en dehors d'Europe, par des solutions américaines, évidemment. Donc déjà, il faut récupérer nos 60% de données qui ne sont pas en Europe. Ça, c'est déjà un plan de continuité d'activité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si Amazon, Google, Gmail est coupé? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller mettre sa messagerie aux États-Unis? Ou la messagerie d'une banque publique d'investissement sur des solutions américaines? C'est une vraie question. Ben moi, je vous le dis, il n'y a pas besoin. Toutes les solutions existent en Europe. Toutes. Et en plus, elles protègent nos données. Pareil sur l'identité et l'accès, je vous l'ai dit. Sur la sécurité des données, de manière générale. Et puis, on est en train de faire naître une industrie autour du ce qu'on appelle le SecNum Cloud. Et j'espère que la réglementation européenne à peu près équivalente, qui s'appelle l'EUCS, va inclure, il est fort probable que ça puisse arriver dans le contexte actuel, un rang qu'on appelle I+, et qui nous sorte de la dépendance au FISA et aux règles extraterritoriales américaines. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Donc un plan de continuité d'activité. Le deuxième point important, c'est qu'on va déployer dans les années qui viennent la directive NIS 2, DORA, le Cyber Resilience Act, le DSA, le DMA, tout un bouclier réglementaire européen qui a été mis en place sous la l'égide, j'ai envie de dire, le drive de Thierry Breton. Et ça, on va investir, toutes les entreprises, c'est pas l'État, toutes les entreprises vont investir massivement pour se mettre à niveau, au niveau de quoi? De notre besoin de résilience européenne. Donc ça va représenter un investissement. Là encore, est-on obligé d'aller mettre tout cet investissement qui arrive dans des solutions israélo-américaines? Je pose la question. Troisièmement, nous avons un enjeu. Si Pascal Andréi était à ma place, par exemple, le directeur de la sécurité du groupe Airbus, il vous dirait que son enjeu numéro 1 et qui l'empêche de dormir, ce sont ses sous-traitants critiques. Donc nous avons un sujet autour des sous-traitants. Tous nos grands groupes industriels leaders mondiaux ont des sous-traitants stratégiques. Ces sous-traitants stratégiques, dont je fais partie en tant que Walix, dont font partie tout un tas d'acteurs du numérique, évidemment, OVH Cloud et de nombreux autres, ces entreprises-là aussi ont besoin d'être protégées et de passer à l'échelle. Et donc je pense que dans ce plan de reconstruction, dans ce plan de transition, de reprise de notre autonomie stratégique, il faut qu'il y ait une consolidation autour de ces champions de la supply chain dans les domaines du numérique et de la, on va dire, des solutions numériques de confiance. Voilà, donc nous allons investir massivement là-dedans. Je pense que là, on a un rendez-vous avec notre modèle économique. Et donc, nous allons au maximum essayer, nous, d'être force de proposition dans ces nouvelles filières, infrastructures numériques, infranum, solutions numériques de confiance, industrie de sécurité aussi probablement, pour faire en sorte on va dire, d'entamer ce qu'on pourrait appeler une forme de reconquête numérique sur des sujets précis sur lesquels on peut le faire, c'est-à-dire les solutions sont substituables. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va mettre la priorité. Je vous dirais juste pour terminer que évidemment la commande publique n'est pas, on va pas, tout le monde va pas se mettre à dire il faut tout repose sur la commande publique. En revanche, elle se doit d'être exemplaire.
Et je pense que dans la période actuelle, que ce soit les fonds investis dans l'effort de guerre, ou tous les fonds à l'aune de ce qu'on est en train de vivre avec l'administration Trump, nous devons tous, dans cette salle et en dehors, faire en sorte de privilégier dans tous les achats que nous faisons aujourd'hui des solutions européennes et françaises. Je sais bien que c'est pas correct de dire ça d'un point de vue juridique, mais je vous le dis, faites-le. C'est le moment de le faire. Et vous avez tous le pouvoir dans vos mains de le faire. Et nous ne grandirons pas en matière d'industrie sur ces nouvelles technologies si vous ne nous aidez pas avec les marchés, les défis, les projets correspondants. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument clé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Peut-être pour rebondir deux questions. Un de vos problèmes, c'est aussi les opérateurs privés, voire publics, qui vous passent commande et, comme vous dites, qui font appel à des solutions américano-israéliennes. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen, justement, d'éviter ce type de décision? La deuxième chose, vous êtes dans la cybersécurité. A priori, vous devez relever pour certains appels d'offres, en tout cas des autorités publiques, de la directive de 1981 sur les marchés de défense et de sécurité. On l'a transposée en France, après un amendement du Sénat d'ailleurs, en appliquant le considérant 18 de la directive, qui permet de réserver les appels d'offres aux Européens. On est les seuls à l'avoir fait en Europe. Il va y avoir, avec le plan REARM Europe, un omnibus sur les directives européennes. Oui. Est-ce que c'est pas le moment, Oui, justement, de pousser l'idée selon laquelle tous les Européens doivent modifier la transposition de leurs directives de telle manière à appliquer ce considérant 18 de la directive de 1980? Écoutez, ce sont évidemment d'excellentes questions. Nous ne relevons pas de cet article en cybersécurité ou peut-être de manière très sporadique sur la cybersécurité offensive. Mais on va dire pour tout le reste, nous n'en relevons pas de cette directive et je trouve ça dommage. Ça fait des années qu'on susurre à qui de droit, sans rentrer dans les détails, sur le fait que nous pourrions l'utiliser. Nous pensons que c'est pas nous pourrions, c'est nous devrions. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait incongru de ne pas le faire. Ouais. Voilà, c'est tout. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, je donne un exemple. On parlait de plan de continuité d'activité et les sauvegardes en Europe. Alors, on lance un appel d'offres parce qu'on veut reprendre la sauvegarde sur tel ou tel grand groupe ou telle administration. Va-t-on se dire qu'on n'a pas le droit de ne pas sélectionner un Américain pour répondre à cette demande, alors qu'on est déjà en train de récupérer nos données? Donc là, il y a un moment donné où le droit, c'est bien, mais il vaut mieux être en position de force. Voilà. Donc, ou propre sur soi. Vous voyez, hier, il y avait une question. Alors, donc, pour répondre directement à votre question, je pense qu'on est dans un moment, et peut-être que là, Philippe répondra mieux sur le sujet, mais je pense qu'on est à un moment donné où, et ça a été d'ailleurs évoqué par le ministre Ferracci hier et par le gouvernement, où Stéphane Séjourné aussi, enfin, je pense que oui, il faut être offensif sur les marchés publics. Oui, il ne faut pas hésiter à exclure des produits américains sur certains marchés, parce que eux le font déjà. Ils le font pour leurs besoins les plus importants. Donc je ne comprends pas que nous ne le fassions pas. Voilà, donc ça paraît relativement du bon sens, encore une fois. Mais moi, j'ai une autre interrogation qui a été soulevée unanimement par les acteurs de nos filières depuis des années, et pas seulement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on achète des solutions, des services numériques dans lesquels nous savons pertinemment qu'il s'agit d'évasion fiscale? Je pose la question.
Je voudrais comprendre comment est-ce qu'on peut prôner la justice fiscale lorsqu'on laisse autant d'argent partir sans regarder au moins ce qui se passe d'un point de vue fiscal. Comment est-ce qu'on va espérer continuer à soutenir nos efforts de retraite, à soutenir notre État social, solidaire, etc., dans un contexte comme celui-là, où nous avons aujourd'hui, selon Nicolas Dufour, mais attendez le chiffre, parce que le chiffre de Nicolas Dufour, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas tout à fait juste. Il parle de 120 milliards d'euros qui s'en vont chaque année. Il y a une étude en cours dans une organisation professionnelle de la filière, très importante, qui va démontrer que c'est beaucoup plus que ça. Moi, je pose la question, comment peut-on passer un marché public à une entreprise, encore récemment 74 millions d'euros avec Microsoft à l'éducation nationale, pour un marché qui peut aller à 152 millions, sans commencer par vérifier qu'il n'y a pas tout un système d'optimisation fiscale publique sur la question. Je suis désolé de le dire, on n'est plus dans des temps où on peut laisser faire des choses comme ça. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses. Je suis désolé de le dire, vous avez le pouvoir de le faire. Il faut le faire. Voilà, on ne peut pas continuer sur le système actuel. Voilà, donc les 152 millions d'euros, moi, ça m'a inspiré quoi? D'abord, ça m'a dégoûté. Et ensuite, la deuxième chose, parce que moi je suis entrepreneur, ça fait des années qu'on attend des marchés et qu'on voit continuer à déverser cet argent. On parle de faire 450 millions de prêts pour les Français, pour l'effort de guerre. J'espère que ce n'est pas pour payer 3 contrats à Microsoft à 150 millions d'euros, parce que sinon ça serait encore pire. Mais je le dis, moi j'envoie un courrier cette semaine, là je vais l'envoyer à l'ensemble des ministères pour aller les rencontrer et leur proposer par exemple qu'on fasse un contrat cadre pour l'ensemble de nos solutions de cybersécurité dans un groupement. J'ai créé un groupement qui s'appelle Exatrust avec un certain nombre d'autres. On est 150 acteurs de la cyber, du cloud. On incarne la cyber et le cloud de confiance français. Eh bien, nous vous proposons un contrat cadre pour aller vous équiper dans d'excellentes conditions avec des solutions de cette nature, permettre à notre industrie de grandir sur ces sujets-là et couvrir les besoins des entreprises qui en ont beaucoup aujourd'hui et demain. Je vais peut-être donner la parole à Camille et puis également, puisqu'il a interrogé à Philippe Latombe sur le sujet par rapport aux réponses qui peuvent être données sur le sujet. S'il y a juste un point qui me vient à l'esprit, c'est que la notion d'intérêt de sécurité et la notion on va dire, d'actifs stratégiques, on voit bien que c'est quelque chose qui est à géométrie variable et qui peut s'étendre avec le temps. Donc là, vous posez une question qui est claire, c'est étendre à votre domaine tout ce qui est intérêt de sécurité, etc. Ce qu'on a très bien vu se faire dans le passé, par exemple, avec la législation sur le contrôle des investissements étrangers, qui s'est étendue petit à petit. Donc est-ce qu'effectivement, ce n'est pas le moment de mettre sur la table, de dire, là, maintenant, il faut bouger sur ce sujet? Camille, peut-être d'abord. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur de Galzin. En effet, il me semblerait que la question de la fiscalité est cruciale parce que en fait, on s'aperçoit que ces entreprises en fait qui naissent aux États-Unis ou voilà ces startups sont souvent exemptées dès leur création d'impôts et arriver à une taille critique en fait. L'idée, c'est d'aller optimiser un maximum, voire de frauder. Et effectivement, et depuis le début, vous parliez de difficulté en fait à atteindre une certaine taille critique et la nécessité de lever des fonds. Les Américains, c'est à la fois une fiscalité redoutable. L'IRA, c'est des niches fiscales énormes à destination soit des entreprises vertes, soit du numérique. Et donc la taille critique, c'est-à-dire celle à partir duquel on peut s'internationaliser, elle arrive parce qu'on arrive à lever des fonds et qu'on arrive à retirer ce coût qui est celui de la fiscalité.
Et donc, vous avez la rencontre à la fois de la question de la fiscalité avec celle de la concurrence. Et donc, une question pour véritablement, apportée au niveau européen, me semble-t-il, c'est la rencontre de ces deux droits qui est montré que quand vous regardez, par exemple, la taxe GAFA, qui devait être mise en place en France, sur les 27 entreprises qui étaient concernées, vous en avez plus de la moitié qui avaient eu un procès pour fraude fiscale ou qui étaient en cours d'examen, soit au niveau européen, soit au niveau français. Et donc, vous avez véritablement un problème qui est double. C'est-à-dire qu'à la fois, vous ne pouvez pas être en position dominante sur un marché si vous n'avez pas délibérément à un moment fraudé. Et inversement, vous mettez des barrières à l'entrée de ce marché grâce à la fiscalité. C'est-à-dire qu'une entreprise comme la vôtre, si elle est honnête, vous n'avez pas une incitation à l'honnêteté. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, en fait, de concurrence, vous ne pouvez pas dépasser ce palier de verre. Alors, il y a, me semble-t-il, au niveau européen, une question véritablement sur cette question de concurrence et de fiscalité à mettre en place, et de doubler effectivement avec ce que vous disiez, Monsieur Latombe, sur tout ce qui est un Buy European Act, et véritablement croiser les deux. Et ce n'est que comme ça, me semble-t-il, du point de vue de l'économiste que je suis, même si je suis jeune. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, endiguer ce cercle qui est celui des effets d'échelle, parce que le numérique est un secteur fait d'effets d'échelle, c'est-à-dire que c'est eux qui ont les données, c'est eux qui vont exploiter les données. Là, par exemple, on prend le cas d'OpenAI. Ils ont bénéficié, de la primauté, ils sont arrivés les premiers. 2, ils vont cadenasser le marché en mettant en place des abonnements, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vous abonnez et que vous avez un historique chez eux, et c'est comme chez Google et comme n'importe quel autre GAFA, vous allez enfermer. Et donc, vous allez accoutumer vos consommateurs à ce type d'entreprise. Et donc, pour casser ce cercle malheureux, il faut les attaquer en matière de droit de la concurrence et en montrant le lien entre fiscalité et concurrence. Et l'Europe qui, entre guillemets, se dit vertueuse, veut mettre en place des éthiques, une question d'éthique sur les questions d'IA, et qui doit passer véritablement par mettre en place des incitations fiscales à l'honnêteté. Et ces incitations à l'honnêteté, c'est véritablement la seule manière de pouvoir à la fois financer des entreprises européennes et puis les faire monter et faire passer à l'échelle. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je partage l'esprit théorique de ce que vous venez de dire. Ça se confronte à une réalité pratique qui est que 2 pays européens sont totalement opposés à ce régime. Et ces 2 pays, il y en a un qui est en train de bouger un petit peu, qui est la Hollande, l'autre qui ne bouge pas du tout, qui est l'Irlande. Ce sont les 2 pays qui aujourd'hui profitent de ces montages d'optimisation. Ils ne sont pas illégaux, c'est de l'optimisation fiscale. Donc il y a une question juridique qui est quand même là, et qui est que un certain nombre d'entreprises, et on va revenir à l'IA avec ça, c'est qu'aujourd'hui, si les GAFAM font de la recherche en interne de façon très forte, c'est qu'ils veulent avoir un raccourcissement des délais de production des produits, mais aussi des papiers. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des chercheurs en interne et ils les drivent pour qu'ils produisent le plus de papier possible. Parce qu'il y a une course à la production de papier. Il y a une course à la production de modèles. Et ils vont le faire plutôt en Europe parce que, 1, ils ont des chercheurs qui sont de bon niveau en Europe, et 2, en France en particulier, on a un truc génial qui s'appelle le crédit impôt recherche. Et en fait, on est en train d'aider la recherche interne de ces boîtes-là qui vont ensuite expatrier une partie des fonds via des mécanismes d'optimisation fiscale qui ne sont pas illégaux. Donc il faut effectivement qu'on se pose la question du montage. Mais tout ça, on ne pourra pas le faire si on ne dit pas aujourd'hui aux Hollandais et aux Irlandais, les gars, je suis désolé pour vous, mais vous allez quand même perdre du budget.
Or, l'Irlande est en excédent budgétaire uniquement par l'impôt sur les sociétés des grands groupes américains de type GAFAM, qui font même que, d'ailleurs, quand ils sont condamnés, la Commission européenne leur demande de réintégrer ça dans leur budget. C'est-à-dire qu'il y a eu des amendes qui ont été reversées au budget général irlandais pour plus de 5 milliards l'année dernière. C'est absolument fou. Et donc cette prise de conscience, il faut qu'elle soit globale. Or, c'est un sujet sur lequel il faut l'unanimité des pays européens. Et donc on voit bien que la vision de Trump est aussi de fragmenter l'Union européenne sur tous ces sujets-là. Il est très content d'avoir la Hongrie qui l'aime beaucoup. Il est très content de pouvoir dire aux Pays-Bas, bah les gars, j'ai oublié de vous dire, enfin, si vous faites pas un peu ce que je vous demande, bah, la défense nucléaire, vous l'aurez peut-être pas de la même façon. Et puis ils ont toujours envie d'acheter du F-35. C'est bizarre, on ne sait pas trop pourquoi. Et l'Irlande, elle lâchera jamais sur le sujet. C'est sa poule aux œufs d'or. Et le vrai sujet, et moi qui m'inquiète en ce moment, c'est il y a les droits de douane, il y a la fiscalité. Je vois un truc arriver assez vite qui avait déjà été utilisé par Trump. Et donc il faut quand même se souvenir de ce qu'il a fait de son premier mandat. Il avait fait vis-à-vis des Chinois, il avait interdit à Huawei d'utiliser l'OS. Il va nous faire exactement la même chose. Pas de la même façon, mais de façon légèrement plus douce, mais qui sera exactement la même chose. Quand l'histoire de DeepSeek sur l'IA est arrivée, les Américains ont hurlé, Elon Musk a hurlé, la plupart des GAFAM ont hurlé en disant « c'est pas normal que DeepSeek puisse laisser son modèle en open source sous licence MIT ». La licence MIT en open source, elle doit être réservée à des produits américains, enfin à des solutions américaines. Et donc on va commencer à avoir un petit sujet sur voilà. Deuxième chose qui va arriver en octobre 2025 pour l'intégralité de nos boîtes, c'est que Windows 10 n'existera plus. Enfin, il existera toujours, mais il ne sera pas mis à niveau. Microsoft dit je ne mettrai plus à jour. Qui va prendre le relais des mises à jour et qui va certifier les mises à jour de Windows 10 ? Je ne sais pas. Et donc on va commencer à devoir se poser un certain nombre de questions sur la capacité des Américains à nous affaiblir en ne nous donnant pas la dernière version des produits ou ne nous donnant pas des patchs de sécurité que nous devrions avoir. Donc il va falloir qu'on invente des solutions. Et pour ça, il faudra qu'on invente des solutions qu'on puisse certifier, parce que dans le cadre de NIS 2, et je suis bien placé pour le savoir parce qu'on est en pleine transposition sur le sujet, on va demander aux éditeurs de certifier la qualité de ce qu'ils vont fournir. On va demander à des personnes hors Microsoft de fournir des patchs pour patcher Windows 10 sans avoir la capacité à être référencé comme Microsoft. Donc on a des questions qui vont arriver là très vite qu'il va falloir qu'on prenne en charge. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va faire si on n'est pas unis. Et c'est ma crainte aujourd'hui, elle est là. Maintenant, vous avez raison, Jean-Noël, sur le côté hollandais qui était celui qui bloquait essentiellement sur EUCS, ils sont en train d'évoluer. Ils sont même en train de vouloir créer leur propre cloud souverain public pour les entités d'État. Ça montre qu'il y a un shift assez important. Il faut qu'on s'en saisisse. Mais on ne s'en saisira que si on reste unis. Et là, les 15 jours qui viennent vont être des 15 jours très critiques. Oui, je voulais juste répondre spécifiquement, puisque tu as ouvert la brèche sur Windows 10. Sache que c'était déjà le cas avec d'autres version de Microsoft, et il existe des solutions pour se prémunir contre ça, et des solutions européennes. Justement, ce qu'on appelle l'OT security, parce que il y a beaucoup par exemple d'équipements biomédicaux, d'équipements industriels qui utilisent des versions obsolètes de systèmes d'exploitation Microsoft, on-premise. Et pour les interconnecter, on passe par des solutions qu'on appelle des solutions d'OT security, donc sécurité des environnements opérationnels. Et nous sommes en Europe, et en France particulièrement, ultra performants sur ces sujets-là. Nous n'avons pas besoin des Américains sur ces sujets-là. Et nous travaillons très bien avec des industriels comme Schneider Electric, comme Axians ou d'autres qui sont très bien positionnés là-dessus, Siemens en Allemagne. Donc c'est des sujets sur lesquels on a déjà des palliatifs, en tous les cas. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est parfait. Je vois mes panélistes qui dialoguent entre eux. L'animateur n'a plus rien à faire. Ça veut dire que ça fonctionne bien dans ces cas-là. Je note quand même, d'ailleurs, c'est une question. Le mode de fonctionnement, c'est quelque chose qu'on voit dans le domaine militaire. Ce qui veut dire véritablement, encore une fois, que les Américains ont compris que cette question était stratégique. Et si on fait pas la même... si on n'a pas la même démarche au niveau français et au niveau européen. Alors ça commence à se faire, vous l'avez dit, mais quand on fait un plan Rearm Europe, peut-être qu'il faudrait dès maintenant avoir un volet d'extension sur le sujet.
Monsieur Romer, vous voulez ajouter un point, puis après on passera quand même aux questions avec la salle. À propos disons, si on parle un peu du militaire aussi, je me souviens que Jacques Stern, qui était patron de Bull au début des années 80, déplorait qu'il n'avait pas réussi à convaincre les pouvoirs publics de rapprocher l'informatique militaire et l'informatique civile. Et comme M. de Galzin parle de la supply chain, si je suis censé ici représenter les chercheurs, je pense qu'il faut mettre les gens, il faut mettre les chercheurs et les étudiants aussi dans la supply chain. Moi, ce que j'observe dans des labos et puis dans la réalité, c'est que, je caricature un peu, mais le chercheur français, l'industriel français, il est à la traîne du chercheur français. Le chercheur français, il est à la traîne du chercheur américain. Le chercheur américain, il est à la traîne de l'industriel américain. Donc, on a trois trains de retard. Et je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique. Un grand patron du CAC 40, est-ce qu'il a dans son cercle un grand patron numérique français? Et est-ce que, je ne connais pas ces personnes-là, mais à qui M. Pouyanné va parler de sa stratégie numérique à un patron français? Peut-être qu'il le fait avec vous, mais... Moi, pour vous répondre directement, j'ai dans mon capital depuis 12 ans quelqu'un qui s'appelle Thierry Dassault, qui est aujourd'hui le président de la holding Dassault, et qui est quelqu'un qui a un profil, d'abord il est IHEDN, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux questions d'intelligence économique, aux questions de souveraineté, et c'est quelqu'un qui est très engagé sur ces sujets-là. Et je vais vous dire, pour répondre directement à votre question, quand j'ai besoin de rencontrer un patron du CAC 40, je demande à Thierry Dassault de m'introduire auprès d'un patron du CAC 40. Parce qu'effectivement, vous avez raison, le numérique est souvent très éloigné de ces sphères-là. Et quand on parle par exemple de cyber, de cloud, d'IA, ce n'est pas des stratégies qui doivent être réservées du technique. Ce sont des stratégies qui doivent être celles des patrons des entreprises qui doivent changer leur façon de faire et de produire. Oui, vous avez raison. Je pense que si on réfléchit 5 minutes, on se dit que Dassault, c'est le seul endroit qui fait un peu le pivot entre... En tous les cas, ça fonctionne chez Dassault, c'est très important. De préoccupation. Et je pense aussi qu'il y a, si je peux me permettre d'adresser aussi un message aux industriels, il y a une question de marketing aussi. Quand vous disiez comment on va faire pour renverser la tendance, il y a des règles assez fondamentales en marketing, c'est qu'il faut aller, enfin vous le savez mieux que moi, mais aller vendre quelque chose à une personne qui a un caillou dans la chaussure et je vais lui enlever le caillou dans la chaussure. Donc il faut trouver des offres telles qu'un grand patron dise « bon, ça je l'ai vu, je ne peux pas m'en passer ». Et peut-être aussi faire du marketing aussi vis-à-vis des ressources humaines. J'entendais un exposé une fois un peu sur les mêmes sujets, là, près à Saint-Germain-des-Prés, dans le pavillon de l'industrie, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était des jeunes chercheurs qui étaient partis chez les GAFAM, etc. Et puis on leur demandait, mais pourquoi vous êtes un mauvais français, etc. Ils me disent, mais parce que les GAFAM viennent nous voir dans nos écoles. Parce qu'ils font leur pub et leur marketing sans arrêt, et je vois peu les grands groupes français le faire. Tout à fait. Et moi, j'ai un chercheur à l'IRIS qui est venu me voir en me disant je veux travailler sur le nucléaire et le numérique. Et vous venez de me donner l'explication. Bon, allez, on va passer aux questions avec la salle. Normalement, mon programme, ça va jusqu'à 15h10. Ça va jusqu'à 15h10, pardon. Je vais prendre 3 questions. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les questions. Allez-y, donc Jacques Bongrand. Et puis, monsieur, allez-y. Je me présente brièvement, Dr Marc, Société française de médecine des armées. Je suis également président d'une société de recherche d'innovation technique au profit de la défense nationale. J'ai été très intéressé par l'ensemble de vos discours, très pertinents, mais je vais rebondir sur ce que dit le général Pierre Schill, notre chef d'état-major de l'armée de terre. Il faudrait peut-être aussi penser hors du cadre, c'est-à-dire avoir une longueur d'avance. Alors comment on peut faire ? Pour l'intelligence artificielle, on est sur de la faible, la top-down. On n'est pas encore sur de la forte, autonome, qui n'a plus besoin de l'humain. Et pourtant, on a le projet Human Breed Project, qui
donne les clés. Je fais très simple, hein. Il y a 8 items, on décortique le cerveau en fonctionnement éthique, mathématique, anatomique, chimique. Et on va donner les clés du cerveau humain à l'IA. On réfléchit ou pas là? Moi, je préférais de l'intelligence humaine optimisée. Et je ne parle pas de transhumanisme. Si on utilise, comme dans la pub, 10% de notre cerveau, ce qui n'est pas tout à fait faux, je pense qu'on peut faire mieux. Donc déjà, pensons hors du cadre. Ayons de l'avance. De l'avance, pensez sécurité, cybersécurité. Vos clés numériques RSA, elles vont tenir 10 ans, 20 ans. L'ordinateur quantique va toutes les péter. Il y a une boîte française qui a été invitée au CES Las Vegas 2025 par les instances gouvernementales américaines. Ventry, elle est passée sur BFM Echo. Je connais bien, c'était mon quotidien quand j'étais SSA, il y a très longtemps, pendant nos études. Ce Français, il a développé de la biocryptographie dynamique. On va faire simple. Vous connaissez tous dans les films de science-fiction l'iris, l'empreinte digitale, pour débloquer une clé. Et bien là, c'est votre réseau veineux de la paume, dynamique et unique, qui servira de clé pour résister à l'ordinateur quantique. Pendant quelques temps, bien évidemment. Tout ça paraît loin, aux environs de 50 ans, pas du tout. 20 ans, 10 ans. Et la prospective, ça va très très vite. Il faut se méfier des apparences. J'ai participé à l'élaboration d'une petite société, une start-up qui marche très bien, qui s'appelle Netello. C'est sur le net, c'est un 3D mobile scanner. C'est-à-dire que vous avez votre avatar numérique, précis en infracentimétrique, iOS et Android compatible, gratuit pour le grand public. Pour les entreprises, il y a de la big data, c'est payant, bien sûr, il faut bien vivre. Qui fait que vous avez votre corps, toutes vos mesures dans le monde entier. Cette société, créée par un ingénieur français, formé aux États-Unis, en Israël, parce qu'il est franco-américain et israélien, là il ne va pas percer en France, dépend, la filiale française, d'une société américaine, dont le patron est américain d'origine russe. Tello, ça veut dire corps, body. Donc Netello paraît très suspect. Elle a bénéficié des CIR, les crédits impôt recherche, pour se développer. Et pourtant, c'est un Français, je cours tous les dimanches avec lui, je vous garantis que la défense nationale, c'est son truc. Mais il n'a aucune chance dans le contexte actuel. Les chercheurs, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Pour l'innovation, il y a 7 niveaux de développement. Est-ce que vous pouvez TLR, faire très vite, parce que j'ai d'autres questions, il faudrait que je prenne. TLR, ce que je veux dire, c'est qu'on peut développer un brevet pour exploitation de ce brevet et faire fabriquer par les industriels français. On n'est pas obligé de vouloir tout faire. On ne peut pas être à la fois chercheur et industriel. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très rapidement, quel serait votre éclairage sur 2 vastes questions? La première, pour aller vers cette autonomie numérique dont vous avez montré la nécessité, quel partage entre des actions nationales et des actions européennes? Et deuxième question, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle modifie le problème ou finalement ça reste toujours un problème d'autonomie numérique? Oui. D'abord, je vais faire, merci de me donner la parole, un complément d'information. Windows 10 ne va pas s'arrêter complètement. Il va être payant, le support, pendant 2 années par Microsoft. Donc, c'est pas fait. Entre autres, je suis en train d'attendre Windows 12. Et on verra. L'intervention de M. de Galzin, j'ai bien apprécié, parce que moi j'ai fait plus de 50 ans dans le business du numérique, donc j'ai quelques idées. Je pense que vous devriez rajouter le fait que les entreprises qui grandissent, elles ont besoin d'avoir des gens qui sont des donneurs d'ordre et des références. Mais surtout, un autre point que vous n'avez pas mis, mais qui me paraît extrêmement utile, là je vais être un peu plus radataire, parce qu'on est stratosphérique, vous devriez rajouter une demande affirmée pour une souveraineté française qui rapporte, s'ils ont des filiales à l'étranger, qui rapatrie dans un bon coffre-fort local tous les droits, les brevets, etc., pour ne pas être face à un dilemme américain ou autre qui va être plus fort que nous. Et puis, ça doit ramener, je reviens, IA et souveraineté. La dame avait parlé de cyber russe, ou enfin de l'Est, on va dire. À un moment, je pense qu'on est plus globalement souveraineté IA. Je crois que c'est le général Bonne-Maison qui avait dit « l'IA, ça n'est pas magique, c'est des algorithmes, des données et des modèles d'apprentissage ». Et en fait, donc aujourd'hui, dans le business, vous avez des agents conversationnels ou autres selon les domaines. Et un des éléments qui va être important,
c'est quel va être, non pas le modèle d'apprentissage, mais la base de données, où elle aura forcément, elle va donner une orientation à tout ce qui va en ressortir. Si c'est un modèle très militaire, vous êtes plus fort que nous, mais dans les autres domaines, selon ce sur quoi, même dans une tranche très, très ciblée de business, vous allez complètement orienter. À la limite, il n'y a plus d'avoir de l'IA qui traîne vers un domaine. Donc je pense que ça, et entre autres, ça va permettre d'instiller toutes les idées qui pourraient venir d'un pays qui n'est pas le nôtre. Très bien. Qui veut répondre? Je veux bien commencer sur, un peu dans le désordre, bon, penser hors du cadre. Bon, je reviens aux chercheurs, c'est fondamental. Aujourd'hui, on sait très peu faire. Au niveau, parce que c'est quoi commencer la recherche? C'est trouver un sujet de thèse et trouver un financement. Ben, très souvent, les gens qui vont accorder les sujets de thèse et décider de où ils mettent leur argent suivent la mode. Et ça c'est extrêmement difficile. Si on ne préserve pas un minimum de budget, je dirais carte blanche. Et par carte blanche, j'entends pas les gens que Trump veut virer, parce qu'ils font des choses inutiles. Hein. C'est fondamental. C'est-à-dire que si on tient, on va suivre, on a raté DeepSeek, mais on va suivre DeepSeek, c'est pas grave. Donc, garder l'aspect carte blanche à condition d'embarquer les gens, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, sur les données et l'apprentissage, bon, dans le domaine militaire, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut bien voir, soit on a des données, soit on a beaucoup de données, soit on a moins de données. Si on a moins de données, il faut des connaissances. Il n'y a pas, ou si on a moins de données, il faut choisir les bonnes données. Et ça, c'est des connaissances humaines. Ça, c'est des connaissances humaines, et on fait pas, on n'élabore pas une doctrine avec des données. On n'aide pas à élaborer des doctrines avec juste des données. Et une chance qu'on peut avoir, c'est d'être moins suiveur. Et en particulier, beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de débats là-dessus, que l'IA actuelle, c'est un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on se dirige très vite vers l'asymptote. Alors tout le monde est content d'aller plus vite vers l'asymptote, mais beaucoup de gens disent il y aura une asymptote. Enfin, sur est-ce que l'IA modifie la donne de tout ça, il faut bien voir, il y a une accélération incroyable. C'est la loi de Moore qui double tous les ans, machin truc. On dit elle est finie. Mais elle n'est pas finie, pas du tout. On trouve toujours la moyen d'aller à côté. Et quand ça stagne, ce sont les investissements qui suivent une loi de Moore. Donc c'est jamais fini. Et pour terminer, je dirais, il faut voir l'IA, ce qui se passe aujourd'hui, ça débloque des idées psychologiques. C'est-à-dire que l'IA, c'est plus seulement quelque chose qui est au-dessus du monde, c'est quelque chose qui transforme le monde. Et le nouveau champ de bataille en particulier, c'est aussi ce nouveau monde transformé par l'IA. Pour aller dans votre sens, aujourd'hui sur l'innovation et penser en dehors de la boîte, on sait que le quantique va arriver. Et on a déjà des boîtes qui commencent à réfléchir sur la cryptographie post-quantique. Et elle est accompagnée, d'ailleurs ces boîtes sont accompagnées par le ministère des Armées parce que c'est effectivement quelque chose d'absolument nécessaire de penser à ce qui va arriver. Et comme on ne sait pas exactement quand est-ce que le quantique va arriver, on a besoin déjà de penser l'étape d'après. Donc c'est en cours. Sur la partie IA, on va avoir une révolution qui va arriver et qui va changer profondément la société. Je ne parle pas de l'IA que vous avez sur les téléphones portables, mais ça va être l'IA embarquée dans de la robotique. Alors, il y aura la partie robot de défense, mais il y aura aussi les robots qui vont pallier les insuffisances de main-d'œuvre que nous allons avoir dans un certain nombre de métiers, et notamment les métiers du soin. Et ça va commencer par le Japon. Très clairement, le Japon est en train d'expérimenter des robots qui permettent de remplacer les personnes qui viennent aider les personnes âgées à se lever, à faire leur toilette, à s'habiller, etc. Et on sait très bien que ce sont des métiers qui sont des métiers durs, pénibles, peu qualifiés, pour lesquels on n'a quasiment personne. Et on va avoir... C'est quelque chose que moi je lisais en science-fiction. On lisait ça il y a 20 ans dans des romans, en se disant... Oui, ça arrivera un jour, mais dans 100 ans... Ah non, ça va arriver là. 2025-2026, vous allez les voir débarquer. Et les premiers à le faire, parce que c'est leur pyramide des âges qui veut ça, et parce que leur société déjà acclimatée aux robots, ce sont les Japonais. Mais de fait, on va devoir, nous aussi, les intégrer. Et puis, pour aller dans le sens de Journal de Galzin, ça fait partie des sujets qu'on aborde depuis quelque temps, il va falloir qu'on se structure et qu'on structure la filière de cybersécurité. Il faut qu'on crée, à l'équivalent de la BITD, qu'on crée une BITC, oui. Et qu'on intègre l'IA
pour que l'IA soit une arme de défense autant qu'elle est une arme d'attaque. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le glaive et sur le bouclier. Nous sommes aujourd'hui soumis à des attaques qui sont avec des failles détectées par de l'IA. Nous avons absolument besoin d'utiliser de l'IA. Est-ce que ça sera une asymptote? Je ne suis pas sûr. On est en phase encore d'expansion. On a l'IA agentique qui est en train d'arriver depuis quelques semaines, qui est un véritable progrès et qui permet d'éviter des biais. Voilà. Et là où vous avez raison, mais peut-être pas tout de suite, enfin, encore que pendant quelques temps et pas pour très longtemps à mon sens, nous avons besoin de savoir quels sont les datasets, ce que vous disiez sur les données, parce que nous avons besoin de savoir quelles sont les données d'entraînement pour comprendre comment ça se passe. DeepSeek, ils ont donné les poids et les mesures, ils ont donné l'algo, ils ont oublié de donner un seul truc, c'est le dataset. Parce que c'est à partir du dataset qu'on sait exactement comment ça fonctionne et comment ça a été entraîné. En revanche, nous avons de plus en plus de données synthétiques de bon niveau et on va pouvoir commencer à entraîner de l'IA sur du synthétique. Et si en plus le quantique arrive par-dessus, on aura là une explosion de capacité d'entraînement, même sur des données très précises de données de défense, parce qu'on aura la capacité à les produire de façon synthétique, on pourra avoir des volumes qui permettent de se passer de l'intelligence humaine pour tout entraîner et pour tout taguer comme on le fait aujourd'hui. Mais voilà, il faut qu'on travaille avec Jean-Noël Degazin sur la BITC, parce que c'est en faisant ça qu'on sera le plus fort possible et qu'on arrivera à répondre aux demandes. Si je peux me permettre juste 2 secondes. Pensez aux hallucinations IA. L'IA vous répond n'importe quoi si elle veut, parce qu'elle est obligée de vous répondre. Ça se porte ce nom-là. Mais il y a aussi les hacking IA. On peut aussi faire des big data complètement pervertis. N'oubliez pas ce côté dark. Oui, mais vous savez, on est très performant sur ces sujets-là, à la fois pour les utiliser de manière positive et négative. On est très fort. Il y a une société, par exemple, en Bretagne, qui s'appelle Skilled, avec une chercheuse, bac plus je sais pas combien, qui est vraiment extrêmement puissante sur ces sujets d'IA, et nous allons investir dans sa société. Enfin, je dis nous parce que avec un certain nombre d'entrepreneurs qui sont encore là, on a décidé d'investir pour créer des entreprises en France, ou en Europe, qui est une potentialité mondiale, et on va investir dans cette société-là, et son rôle est aussi de protéger l'IA, de protéger les algorithmes lorsqu'ils sont utilisés dans des architectures complexes à base d'IA, et donc on est aussi très performant sur ces sujets-là. C'est le cas d'Interpol aussi dans la graduation de l'information. On situe 5 niveaux, on peut en mettre autant qu'on en veut, hein, mais il faut toujours vérifier ses sources. Ça paraît basique, mais avec la vitesse, parfois on oublie. Et on a des logiciels qui permettent de vérifier la véracité ou pas de l'information. Oui. Alors, aussi, on parlait d'IA, on parlait de quantique. Dans le quantique, on a aussi une société qui s'appelle Cryptonex, qui est une très belle pépite, dans laquelle ont investi un certain nombre aussi d'autres fonds, et c'est effectivement un domaine, l'informatique quantique, dans laquelle on est très bien positionné. On perd un peu de terrain sur les supercalculateurs. Moi, je me souviens d'une conversation dans un data center d'OVH avec Thierry Breton, où j'avais évoqué l'idée de racheter à l'époque ARM. Finalement, ARM cherchait un repreneur, et j'avais dit, mais vous savez, parce qu'on parlait de souveraineté, il me dit, vous ne pensez pas à une idée un peu disruptive? Je me souviens, il y avait Bruno Le Maire aussi. On était en petit comité, on était en train de visiter le data center reconstruit après, vous savez, le feu qui avait eu lieu à Strasbourg. Bon, et c'était super intéressant. Il y avait moi je l'appelle Jean-Noël Barrot, parce qu'on est 2 à s'appeler Jean-Noël, c'est assez rare, hein, Jean-Noël comme prénom. Et bref, et donc j'avais dit ça à Thierry Breton, et Thierry Breton m'avait dit, mais vous n'y pensez pas, vous avez vu le prix. Voilà. Bah, aujourd'hui, finalement, 40 milliards, c'est beaucoup, hein. Mais en même temps, pour reconstruire une souveraineté, faut repartir des couches les plus basses. Hein, aujourd'hui, j'entends reparler du matériel, de la nécessité de réinvestir des calculateurs, de la nécessaire maîtrise de toutes les couches, hardware, réseau, software, jusqu'à la data, puisqu'on parle de l'IA. Donc, il va falloir être ambitieux. Et en fait, je pense que Philippe l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais il y a des batailles qu'on peut gagner tout de suite. Hein. On l'évoquait notamment sur l'IA, notamment sur la cyber, sur certains autres sujets. On a les moyens
de commencer, vous parliez des bases de données, sur des briques fondamentales que nous ne maîtrisons pas. Nous avons l'open source. Les logiciels open source permettent de s'affranchir, de substituer énormément de solutions que nous utilisons, y compris d'ailleurs la suite Office de Microsoft. La gendarmerie utilise massivement OpenOffice, par exemple. Et ensuite, effectivement, il y a des batailles qui mettront beaucoup de temps à gagner. Alors, je vais vous donner un exemple. Le Crédit Agricole a pris la décision, par exemple, de sortir de ses usages autour de Microsoft, justement. C'est un plan de 10 ans. Donc, ça a commencé à 2022. En 2022, ça va aller jusqu'en 2031. Donc, il vous faudra 10 ans. Donc, ne traînez pas. Ça va vous prendre du temps de faire ça. Mais il y a aussi des quick wins, des choses qu'on peut gagner tout de suite. Les sujets du futur, on est très bien positionné. Et puis après, je vous dirais quand même pour finir, moi je veux terminer sur une petite note, c'est, je parlais des étudiants tout à l'heure qui vont faire des stages. Moi j'avais milité à l'époque où j'étais au conseil d'école de Télécom ParisTech, j'avais dit la dernière année d'ingénieur, le stage il faudrait le faire en France, il faudrait faire l'avant-dernière à l'étranger. Comme ça la dernière, vous resterez pas à l'étranger pour faire la suite. Mais bon, c'est des choses un peu basiques, mais je pense qu'aujourd'hui, moi je vois dans l'investissement, dans les pépites, dans les startups, ça, c'est nouveau. Nous, quand on démarrait nos startups en France, et puis on développait au fur et à mesure, on apprenait, on structurait notre boîte, mais on restait français. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je vois des entrepreneurs qui structurent tout de suite leur boîte pour faire de l'optimisation fiscale. Donc, je le dis parce que, à force de verser dans un modèle sans vouloir le remettre en question, on est en train de pervertir le système. C'est ce dont je me rends compte en tant qu'investisseur, dans des gens qui sont plus jeunes que moi et qui créent des startups. Et moi, ça m'a beaucoup surpris au départ. Mais quand je suis investisseur, je ne suis plus entrepreneur. Et quand on est investisseur, on optimise tout ce qu'on fait, ce dans quoi on investit. Donc, je veux le dire là parce que je pense que c'est important d'avoir à l'esprit qu'on a tous, quelque part, quand même, un devoir de changer ces choses-là. Parce que sinon, je ne sais pas dans quoi on rentre, à vrai dire. Je ne sais pas dans quel système on rentre et dans quelle mesure est-ce qu'on va être capable de le maîtriser. Voilà, donc je pense qu'on a encore le temps de faire les choses. Il faut regarder ce à quoi on va participer, ce qu'on va devoir accompagner dans le temps long pour reprendre notre autonomie numérique et jouer dans le jeu de l'IA, et puis ce qu'on peut faire immédiatement, parce qu'il faut montrer des exemples, et il faut montrer qu'on va changer de voie. Juste une blague, Madame a dit, vous avez dit commençons par l'optimisation fiscale, et Madame a dit mais commençons par la fraude, en parlant des boîtes américaines. Est-ce qu'on peut imaginer un équivalent du CES à CELIAS? Attendez, j'ai une question, et en plus il est 15h05. D'abord, vous n'avez pas répondu à la question de Jacques Bongrand sur National et Europe, tu vas le faire. Ce à quoi j'ajouterais alors un petit bout de question, parce que vous avez parlé de l'Irlande, des Pays-Bas. Nos autres acteurs européens, comment ils se positionnent sur ces questions-là? Mais très rapidement. Et monsieur, mais très très vite, votre question. Et ce sera la dernière. Ma question rejoint un peu la vôtre. Je voulais juste poser, à quand le MBDA du cloud européen? Allez-y pour les réponses et ce sera le dernier round. Alors sur le périmètre d'action, très simplement, États-Unis, plus de 360 millions d'habitants, Chine, 1 milliard d'habitants, l'Europe semble être un marché qui pourrait jouer en fait en termes d'échelle, faire la concurrence. Donc l'idée, ce serait de renforcer effectivement la coopération européenne et notamment donc sur des questions de véritablement de filtrage des IDE, mais aussi de tout ce qui est Buy European Act. Et sur les questions de fiscalité, il est vrai que tous
tous les Européens ne sont pas d'accord. Vous prenez du temps où, par exemple, l'Angleterre était européenne, enfin, le Royaume-Uni est européen, vous voyez bien que toutes les îles les anglo-saxonnes étaient des paradis fiscaux, ils le sont toujours. La seule solution, en fait, c'est véritablement de faire tomber ces grosses entreprises au titre du droit de la concurrence, c'est-à-dire montrer et là, actuellement, c'est plus ou moins en réflexion, hein, mais l'idée, c'est de montrer que quand on fait, que ce soit de l'optimisation fiscale agressive, voire de la fraude, que ça crée des distorsions de concurrence majeures. Et donc, on ne les fait pas tomber au titre de la fiscalité, mais au titre du droit de la concurrence. Et quand on est européen, la concurrence, c'est quelque chose de sacré, entre guillemets. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir des distensions fiscales parce que c'est la souveraineté nationale, cela relève de la souveraineté nationale, etc., autant le droit de la concurrence est géré au niveau européen. Et donc, là, l'idée, c'est justement de les faire tomber au titre de cette loi de la concurrence et de faire un peu comme on a fait avec Al Capone, c'est-à-dire les mettre, entre guillemets, en prison, les faire tomber pour des questions de droit de concurrence, alors qu'on parle de fiscalité. C'est ça un peu l'idée. Et donc de montrer véritablement qu'il y a une distorsion de concurrence créée par la fiscalité. C'est compliqué à montrer. Je vous avoue que ma thèse porte là-dessus. C'est très compliqué. Mais il y a quelque chose à montrer là-dessus. Et c'est essentiel de parler au niveau européen parce que les Européens, il y a un consensus sur l'idée de transparence, de concurrence que l'on a en Europe et que d'ailleurs les Américains n'ont pas la même définition de la concurrence. Pour les Américains, à partir du moment où on est le meilleur, on a le droit d'être en monopole, plus ou moins. C'est actuellement ce qui se dit, hein. En Europe, on est dans une vision un peu moins, plus pro-consommateur, avec l'idée de transparence, avec l'idée qu'une bonne concurrence est une concurrence où il y a une diversité. Et donc, on ne peut pas, on pourrait globalement les avoir là-dessus, sur ce champ-là, et pas sur le champ de la fiscalité, parce que, comme vous l'avez rappelé, on a des questions de concurrence fiscale au sein de l'Union européenne qui sont importantes et que d'ailleurs l'OCDE n'a pas réussi à mettre, merci. Voilà. Je suis d'accord avec vous. La seule chose dans ces cas-là, c'est qu'il faut que la Commission ait le courage d'engager cette partie-là. Or, on voit que dans ces enquêtes vis-à-vis notamment de X, elle est simplement encore en enquête alors qu'elle devrait appliquer DSA et DMA de façon assez rapide. Oui, il faut du courage politique. Merci beaucoup. Et puis donc, vous l'avez compris, moi je vous dirais que c'est vous, à travers les choix que vous faites, là on peut agir localement et il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. Ça, on peut le faire tout de suite. Très bien. Écoutez, 15h12, 2 minutes de retard. Je pense qu'on est bien dans les temps. Je vous remercie tous mes panélistes. Et j'espère que ça aura satisfait toute l'assistance par rapport au débat et ce qui a été échangé. Voilà.